Elle m'a quitté en mettant le haut-parleur pour faire rire ses copines. 11 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour effacer 16 ans de vie commune. Elle a dit, c'est fini, comme s'il s'agissait d'une simple plaisanterie. J'ai répondu, d'accord, et j'ai raccroché. Au petit matin, sa mère hurlait à cause de ce que j'avais fait à la maison. Mais voici ce qu'Aurélie ne savait pas. Je m'appelle Julien Morel. J'ai 42 ans et je possède cette franchise de boulangerie-pâtisserie haut de gamme répartie dans 3 régions. Je les ai bâties de mes propres mains, en partant de rien, en travaillant 70 heures par semaine pendant que ma femme, Aurélie, restait à la maison avec nos enfants, Lucas et Léa. Lucas a 14 ans aujourd'hui, Léa en a 11. Ce sont de bons gamins qui méritent mieux que ce dont ils vont être témoins. Aurélie a lancé son blog de « Maman influenceuse » il y a 5 ans. C'était innocent au début, des recettes de cuisine, des astuces déco. Mais quelque part autour de son 30e millième abonné, elle a changé. Elle a cessé d'être mon épouse pour devenir Aurélie Home & Lifestyle, une marque qui exigeait un entretien constant. Nouveaux vêtements de luxe, photographe professionnel, journée au spa pour créer du contenu. Et il y a 6 mois, un coach sportif nommé Bastien, 29 ans, bâti comme une statue grecque. Je ne suis pas idiot. J'ai vu les signes, sa façon de cacher l'écran de son téléphone, ses voyages d'une nuit pour des collaborations avec d'autres influenceurs, le reçu d'hôtel que j'ai trouvé dans son sac de sport il y a 3 mois et dont elle n'a jamais parlé. Mais je suis un homme d'affaires. Je traite les faits. Et le fait était que légalement, tout ce que nous possédions m'appartenait. La maison, les voitures, les comptes, tout. Son nom ne figurait sur rien. Nous avions structuré les choses ainsi sous un contrat de séparation de biens au moment de notre mariage pour des raisons fiscales. Alors, au lieu de l'affronter, j'ai appelé Maître Bernard, un avocat à la retraite, ancien militaire et ami de longue date de la famille. 65 ans et l'esprit plus aiguisé que n'importe qui. Documente tout, m'a dit Bernard autour d'un café. Chaque SMS, chaque reçu, chaque incohérence. Prépare ta stratégie de sortie avant qu'elle ne réalise que tu sais. Pendant 3 mois, nous nous sommes préparés. Je n'ai pas déplacé d'argent ni changé de mot de passe. J'ai juste photographié discrètement des documents, sauvegardé des messages et fait moderniser notre système de sécurité domestique avec enregistrement audio. C'était parfaitement légal, et Aurélie a signé les documents sans lire les petites lignes. Le jour où c'est arrivé, je passais en revue les rapports trimestriels avec Thierry, mon associé. Thierry a 50 ans et il a construit son succès de la même manière que moi, en partant du bas. Il me mettait en garde contre Aurélie depuis des mois. Quelque chose ne tourne pas rond avec elle, mon vieux, m'a dit Thierry ce matin-là. Mon ex-femme a agi exactement de la même manière avant d'essayer de me dépouiller. Mon téléphone a sonné avant que je puisse répondre. Le nom d'Aurélie s'affichait à l'écran. J'ai décroché, allô, qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'ai entendu a rendu tout limpide. Des rires de femmes en arrière-plan. Puis la voix d'Aurélie, forte et théâtrale, manifestement en haut-parleur, Julien, c'est fini. Ne m'envoie pas de SMS. N'appelle pas, tourne la page, c'est tout. Ok? De nouveaux éclats de rire ont éclaté. Quelqu'un a crié, oh mon Dieu, tu l'as vraiment fait. Thierry s'est figé, me fixant. Je n'ai ressenti qu'une clarté glaciale. Je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste dit, d'accord, je comprends, et j'ai raccroché. 11 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour mettre fin à 16 ans de mariage. Thierry semblait stupéfait. Elle vient de rompre avec toi juste pour amuser ses copines, a-t-il demandé, la voix incrédule. Ouais, ai-je dit, ouvrant déjà mon ordinateur portable. Elle l'a fait. J'ai ouvert le dossier intitulé « Plan de sortie ». Tout était prêt, chaque document signé, chaque compte sécurisé, chaque mouvement calculé. Aurélie pensait que mon silence était une faiblesse. Elle s'attendait à ce que je la rappelle en suppliant. Elle n'avait aucune idée que la maison qu'elle célébrait avait été transférée à une société civile immobilière familiale 3 semaines plus tôt, que ses cartes de crédit seraient désactivées dans l'heure. Et que l'abonnement à la salle de sport où elle avait rencontré Bastien était enregistré au nom de mon entreprise et serait annulé dès demain matin. J'ai appelé Bernard. C'est le moment, ai-je dit. La réponse de Bernard a été immédiate, je lance la procédure. Ne la contacte pas. Ne réponds à rien.
Laisse-la faire le prochain pas. J'ai raccroché et j'ai regardé Thierry qui secouait la tête. Tu savais déjà que ça arrivait, a dit Thierry. Depuis 4 mois, ai-je répondu. J'avais juste besoin qu'elle appuie elle-même sur la détente. Dès demain matin, Aurélie allait apprendre une leçon coûteuse sur la différence entre faire partie de la vie de quelqu'un et figurer sur ses papiers officiels. Et sa mère, Chantal, qui avait passé des années à me traiter de manipulateur, elle allait découvrir à quoi ressemblait le vrai contrôle. La nuit après cet appel, je n'ai pas beaucoup dormi, non pas parce que j'étais bouleversé, mais parce que j'exécutais le plan. Bernard m'avait donné une liste de contrôles, et je l'ai parcourue méthodiquement. À 23 heures, j'ai désactivé à distance la carte de crédit d'Aurélie via le portail du compte professionnel. À minuit, j'ai appelé le service de serrurerie que nous avions sous contrat. Il serait à la maison à 6 heures précises. À 1 heure du matin, j'ai envoyé un avis formel à la salle de sport annulant notre abonnement d'entreprise avec effet immédiat. À 2 heures du matin, j'ai transféré toute la documentation à Bernard, les SMS, les images de vidéosurveillance, le témoignage d'Inès, la femme de ménage, qui avait vu Bastien à la maison. Tout était daté, horodaté, organisé. Thierry m'a envoyé un SMS vers 3 heures du matin, toujours debout ? Ouais, ai-je répondu. C'est dingue, mec. Comment tu tiens le coup ? Je vais bien. Je règle juste les choses. C'est ce que je disais. Reste concentré. Reste froid. À 6h15, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu, Monsieur Morel à l'appareil. Une voix de femme, plus âgée, frénétique. C'est Chantal, la mère d'Aurélie. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille ? J'ai gardé une voix calme et professionnelle. Bonjour, Chantal. Je n'ai rien fait à Aurélie. Elle a mis fin à notre mariage hier. Je réagis simplement en conséquence. Les serrures ont été changées. La voix de Chantal était perçante, presque hystérique. Elle ne peut pas entrer dans la maison. Ces cartes ne fonctionnent plus. Qu'est-ce que tu as fait à la maison ? C'était le moment que j'attendais. Chantal, la maison n'a jamais été au nom d'Aurélie, ai-je dit posément. Ni les voitures, ni les comptes. Tout était structuré sous ma propriété exclusive. Aurélie a choisi de mettre fin à notre mariage hier, de manière assez publique d'ailleurs. Je protège simplement mes actifs pendant ce qui sera probablement un divorce compliqué. Tu ne peux pas simplement l'enfermer dehors de sa propre maison, a crié Chantal. Ce n'est pas sa maison, ai-je corrigé. C'est ma maison. Elle y résidait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tout ce que je fais est complètement légal, et j'ai un avocat qui a examiné chaque étape. Chantal a bafouillé un instant, puis sa voix est devenue menaçante. Tu vas le regretter, Julien. Tu m'entends ? Ma fille va te dépouiller de tout ce que tu as. Elle peut essayer, ai-je répondu, mais je lui recommanderais de prendre un très bon avocat. Bonne journée, Chantal. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Thierry a appelé 5 minutes plus tard. Aurélie est en train de faire un scandale sur Instagram. Tu as vu ? Je n'avais pas vérifié les réseaux sociaux. Je ne comptais pas le faire. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle joue la victime. Elle dit que tu l'as prise en traître, que tu l'as mise à la porte, elle essaie de faire croire que c'est toi qui abandonnes la famille. Ses abonnés boivent ses paroles. Laisse-la parler, ai-je dit. Les mots ne tiennent pas devant un tribunal. Les preuves, si. À 8 heures du matin, Bernard a appelé. Julien, je viens d'avoir un avocat au téléphone qui prétend représenter Aurélie. Un petit jeune, probablement quelqu'un qu'elle a trouvé en ligne. Il menace d'une procédure en référé pour la faire réintégrer la maison. Est-ce qu'il peut le faire, ai-je demandé. Bernard a ricané. Il peut essayer, mais il devra prouver qu'elle a un titre légal. Elle n'en a pas. Son nom n'est pas sur l'acte de propriété. Elle n'est pas sur l'emprunt. Et nous avons des preuves documentées qu'elle a volontairement mis fin au mariage. De plus, nous avons documenté son infidélité. Aucun juge ne va t'obliger à loger ton ex-femme infidèle pendant que le divorce est en cours. Et pour les enfants, ai-je demandé. C'était ma seule vraie préoccupation. Lucas et Léa étaient chez ta mère hier soir, n'est-ce pas, a confirmé Bernard. Oui,
j'ai appelé maman juste après la petite performance d'Aurélie. Je lui ai dit de les récupérer au collège et à l'école et de les garder pour la nuit. Sage décision, a dit Bernard. Garde-les avec toi ou avec ta mère jusqu'à ce que nous établissions un accord de garde formel. Ne laisse pas Aurélie les utiliser comme moyen de pression. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère, Lucas veut savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que je lui dis? J'ai fixé le message. Mon fils avait 14 ans, il était assez grand pour comprendre une partie de tout cela. Mais comment dire à ton enfant que sa mère a choisi l'humiliation publique plutôt que sa famille? Dis-lui la vérité, ai-je répondu. Maman et moi nous séparons. Je leur parlerai, à lui et à Léa, ce soir. Ce serait la partie la plus difficile, pas les batailles juridiques ou les manœuvres financières, mais expliquer à mes enfants pourquoi leur famille s'effondrait. Je suis allé chez ma mère ce soir-là. Tout au long du trajet, j'ai répété ce que j'allais dire à Lucas et Léa. Comment expliquer la trahison à des enfants qui croient encore aux contes de fées? Ma mère m'a accueilli à la porte. À 68 ans, elle avait toujours ce regard ferme qui pouvait trancher n'importe quelle situation. Ils sont dans le salon, a dit ma mère calmement. Lucas sait que quelque chose ne va pas. Léa pense que tu travailles encore tard. Je suis entré et je les ai trouvés sur le canapé. Lucas a levé les yeux de son téléphone, l'expression méfiante. Léa a sauté et m'a serré dans ses bras. Papa, est-ce que toi et maman vous disputez? A demandé Léa, son visage de 11 ans plein d'inquiétude. Je me suis assis entre eux. Votre mère et moi nous séparons. Nous allons divorcer. La mâchoire de Lucas s'est contractée. Il n'était pas surpris. C'est à cause de ce coach sportif? Ma tête s'est tournée vers lui. Qu'est-ce que tu sais à ce sujet? Lucas a haussé les épaules, essayant de paraître décontracté, mais je pouvais voir la colère dans ses yeux. Je ne suis pas idiot, papa. J'ai vu la façon dont elle regarde son téléphone. La façon dont elle s'habille pour aller à la salle maintenant. Et le mois dernier, je suis rentré plus tôt de l'entraînement de basket. Sa voiture était dans l'allée. Un froid glacial s'est installé dans ma poitrine. Tu l'as vu à la maison? Je n'ai pas voulu entrer, a dit Lucas. Je suis allé chez mon copain Théo à la place. Je ne voulais pas affronter ça. Mon fils de 14 ans portait ce secret seul depuis un mois. Je l'ai pris dans mes bras et il n'a pas résisté. Tu aurais dû me le dire, ai-je dit. Je pensais que je me trompais peut-être, a répondu Lucas, la voix légèrement brisée. Je voulais me tromper. Léa semblait confuse. Qu'est-ce qui se passe? Quel coach? J'ai pris une inspiration. Votre mère a fait des choix qui ont blessé notre famille, mais je veux que vous sachiez tous les deux que ce n'est pas de votre faute. Rien de tout cela n'est de votre faute. Où est maman maintenant? A demandé Léa. Elle loge ailleurs pour l'instant, ai-je dit. Vous la verrez toujours, mais vous allez vivre avec moi. Tant mieux, a dit Lucas fermement. Je ne veux pas la voir pour l'instant de toute façon. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte. Julien. Bernard vient d'appeler. Il doit te parler. C'est urgent. Je suis passé dans la cuisine et j'ai rappelé Bernard. On a un problème, a dit Bernard. L'avocat d'Aurélie a déposé une requête en urgence pour la garde. Elle prétend que tu aliènes les enfants et que tu les as retirés du domicile familial à son insu. C'est de la folie, ai-je dit. C'est elle qui a mis fin au mariage. Et Lucas vient de me dire qu'il a vu Bastien chez elle il y a un mois. Bernard est resté silencieux. Il témoignera si nécessaire, ai-je ajouté. Il est assez en colère pour se porter volontaire. Donne-moi une déclaration écrite de sa part, a ordonné Bernard, ce soir si possible. L'audience est dans 3 jours. Nous devons établir que l'infidélité d'Aurélie a eu un impact direct sur le bien-être des enfants. Après avoir raccroché, je suis retourné dans le salon. Lucas tenait Léa, qui pleurait doucement. Lucas, ai-je dit doucement, j'ai besoin que tu écrives tout ce que tu as vu ce jour-là quand tu es rentré. L'heure qu'il était, à qui appartenait la voiture. Peux-tu faire ça? Lucas a hoché la tête, son expression se durcissant. Ouais, je peux le faire. Mon fils s'apprêtait à témoigner contre sa propre mère. C'était le prix des choix d'Aurélie. Pas seulement un mariage brisé, mais une confiance brisée qui mettrait des années à se réparer.
Ce soir-là, j'ai lu la déclaration de Lucas. C'était clair, détaillé et dévastateur. Il avait noté l'heure, la description du véhicule, même le fait que les rideaux du salon étaient fermés en plein après-midi. Mon fils avait les instincts d'un enquêteur et le cœur brisé d'un enfant qui avait perdu foi en sa mère. L'audience de garde d'urgence a eu lieu dans une salle d'audience sans fenêtre qui sentait le vieux café et le désespoir. J'étais assis à côté de Bernard, portant mon meilleur costume, tandis qu'Aurélie était assise de l'autre côté de l'allée avec son avocat, un jeune nommé Derek qui semblait tout juste sortir de l'école. Aurélie était habillée de manière conservatrice, maquillage minimal, jouant à la perfection le rôle de l'épouse bafouée. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. La juge était une femme d'une soixantaine d'années nommée Patricia Ray. Elle avait la réputation de ne pas tolérer les jeux. Derek s'est levé le premier. Madame la juge, ma cliente a été expulsée de force de son domicile sans avertissement ni justification. Monsieur Morel a changé les serrures pendant qu'elle était sortie, a annulé ses cartes bancaires et l'empêche de voir ses enfants. La juge Ray m'a regardé. Monsieur Morel, est-ce exact? Bernard s'est levé. Madame la juge, si je puis me permettre. Madame Morel a volontairement mis fin au mariage par téléphone alors qu'elle était avec des amis. Elle l'a fait publiquement, en haut-parleur, pour se divertir. Mon client a réagi en sécurisant des actifs qui étaient exclusivement à son nom. Madame Morel n'a jamais eu de droit légal sur la résidence ou les comptes en question. J'aimerais entendre Monsieur Morel directement, a dit la juge Ray. Je me suis levé. Madame la juge, ma femme m'a appelé il y a 3 jours et a mis fin à 16 ans de mariage en 11 secondes, en haut-parleur, pour que ses amis puissent rire. Je ne l'ai pas mise dehors. Elle est partie d'elle-même. J'ai simplement veillé à ce qu'elle ne puisse pas revenir et détruire ce que j'avais construit. Derek a bondi. Madame la juge, Monsieur Morel dresse un portrait mensonger. Ma cliente a pris une décision difficile, certes, mais elle a tous les droits sur le domicile. La juge Ray l'a interrompu. Votre cliente a-t-elle, oui ou non, mis fin au mariage volontairement? Derek a hésité. La manière dont cela a été fait est déformée. C'est une question par oui ou par non, a dit la juge. Oui, mais. Alors les actions de Monsieur Morel pour sécuriser sa propriété étaient légalement justifiées, a dit la juge Ray. Qu'en est-il des enfants? Bernard a présenté la déclaration écrite de Lucas. Madame la juge, le fils des Morel, âgé de 14 ans, a fourni une déclaration sous serment attestant qu'il a été témoin de preuves de la liaison extra-conjugale de sa mère. Il est rentré du collège il y a 1 mois et a trouvé le véhicule de l'autre homme dans l'allée. Il a choisi de ne pas entrer dans sa propre maison parce qu'il savait ce qu'il allait y trouver. Le visage d'Aurélie a blêmi. Derek avait l'air d'avoir reçu un coup de brique. Madame la juge, a protesté Derek. C'est un témoignage indirect d'un enfant qui a été manipulé. Je suis prêt à témoigner, a dit une voix derrière nous. Je me suis retourné. Lucas était venu au tribunal. Il se tenait dans la galerie, portant une chemise propre, paraissant plus vieux que ses 14 ans. Jeune homme, a dit la juge Ray. Vous êtes le fils Morel? Oui, madame, a répondu Lucas. Et personne ne m'a manipulé. J'ai écrit cette déclaration parce que c'est la vérité. La juge Ray l'a observé longuement. Avez-vous vu cet homme à l'intérieur de votre maison? Non, madame, a dit Lucas. Mais j'ai vu sa voiture, une Dodge Challenger rouge avec le logo d'une salle de sport dessus. Elle était là à 14h30 de l'après-midi, quand personne ne devait être à la maison. Et qu'avez-vous fait? A demandé la juge. Je suis allé chez mon ami, a dit Lucas doucement. Parce que je ne voulais pas voir ce qui se passait. La salle d'audience est devenue silencieuse. Aurélie fixait notre fils, la bouche bée. Derek semblait vaincu. La juge Ray s'est tournée vers Aurélie. Madame Morel, avez-vous quelque chose à dire? Aurélie s'est levée, la voix tremblante. Ce n'est pas ce que ça semblait être. Bastien était juste. Donc, vous ne niez pas qu'il était là, a interrompu la juge. L'avocat d'Aurélie lui a attrapé le bras, mais elle s'est dégagée d'un coup sec. C'est mon coach. Nous discutions, c'est tout. Avec les rideaux fermés à 14h30 un jour d'école, a dit la juge Ray platement. Elle a regardé ses notes, puis a relevé la tête. La garde provisoire est accordée à Monsieur Morel.
Madame Morel aura un droit de visite médiatisé en attendant une évaluation complète. L'audience est levée. Le coup de marteau a résonné comme un coup de tonnerre. J'ai regardé Lucas, qui était toujours debout dans la galerie. Mon fils venait de partir en guerre pour sa famille, et il avait gagné. 2 jours après l'audience de garde, j'étais dans mon bureau quand Thierry a frappé à la porte. Il avait ce regard, celui qui signifie des ennuis. « Tu dois voir ça », a dit Thierry en me tendant son téléphone. C'était un fait divers dans le journal local. Un coach sportif arrêté pour agression. La photo montrait Bastien menotté. J'ai lu l'article. Apparemment, Bastien s'était battu dans un bar le soir après l'audience de garde. Selon les témoins, il avait bu lourdement et avait provoqué un autre client. L'autre homme avait fini avec le nez cassé. Bastien était accusé d'agression aggravée. Ça devient encore mieux, a dit Thierry. Regarde ses réseaux sociaux. J'ai fait défiler l'écran. La petite amie de Bastien, une femme dont je n'avais jamais entendu parler, avait publié un long texte expliquant comment il l'avait trompée avec une cliente. Elle nommait directement Aurélie. Elle avait posté des captures d'écran de SMS, et même des photos d'eux ensemble. Il avait une copine tout ce temps, ai-je dit platement. Une fiancée, en fait, a corrigé Thierry. Il devait se marier le mois prochain. Elle a découvert pour Aurélie et elle a craqué. C'est pour ça qu'il y a eu une bagarre au bar. Le gars qui l'a frappé était le frère de sa fiancée. Je me suis adossé à ma chaise. Aurélie avait détruit notre famille pour un homme qui était engagé avec une autre. Un homme qui était maintenant en garde à vue pour violence. Bernard a appelé 1 heure plus tard. Tu as vu les nouvelles sur Bastien? Oui, ai-je dit. Ça change tout, a dit Bernard. L'avocat d'Aurélie va avoir du mal à la faire passer pour la victime quand son amant est en prison pour violence. Je dépose une motion pour rendre l'accord de garde permanent. Fais-le, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon gré, j'ai répondu. Julien, s'il te plaît. C'était Aurélie. Sa voix était brisée, désespérée. Je dois te parler. Nous n'avons rien à nous dire, ai-je dit. Toute communication passe par nos avocats. Bastien m'a menti, a dit Aurélie en pleurant. Il m'a dit qu'il était célibataire. Il m'a dit qu'il m'aimait. Je croyais qu'on avait un avenir. Tu avais un mari, ai-je dit froidement. Tu avais des enfants. Tu avais un avenir. Tu as tout gâché pour un mensonge. J'ai fait une erreur, a sangloté Aurélie. S'il te plaît, Julien. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut juste en parler? Non, ai-je dit. Tu as fait ton choix. Tu m'as humilié en haut-parleur pour faire rire tes copines. Tu as fait venir cet homme dans notre maison pendant que nos enfants étaient à l'école. Tu ne peux pas effacer les conséquences avec des excuses. Et Lucas et Léa, a demandé Aurélie. Ils ont besoin de leur mère. Ils ont besoin d'une mère qui les fait passer en premier, ai-je dit. Ce n'est plus toi. Plus maintenant. Je loge dans un motel, Julien, a dit Aurélie, la voix brisée. Je n'ai rien. Pas d'argent, pas de voiture, nulle part où aller. Ma propre mère ne répond plus à mes appels. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Tu as créé cette situation. Assume-la. Je t'en supplie, a chuchoté Aurélie. Les supplications ne fonctionnent pas avec moi, ai-je dit. Tu aurais dû penser aux conséquences avant de faire de moi la chute d'une plaisanterie. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Thierry m'a envoyé un SMS plus tard dans la soirée, l'Instagram d'Aurélie a disparu. Tout le compte a été supprimé. J'ai vérifié. Il avait raison. Aurélie Homé Lifestyle, avec ses 30 000 abonnés et sa vie soigneusement mise en scène, s'était volatilisée. Sa marque avait été construite sur l'illusion d'une famille parfaite. Sans cette famille, il ne restait plus rien à vendre. 3 jours plus tard, Bernard a appelé avec des nouvelles. La fiancée de Bastien déposait plainte contre Aurélie. Elle demandait des dommages et intérêts pour préjudice moral. C'était juridiquement incertain, mais la publicité seule allait détruire le peu de réputation qu'il restait à Aurélie. Comment réagit Aurélie, ai-je demandé. Elle ne réagit pas, a dit Bernard. Son avocat s'est retiré de l'affaire hier.
Apparemment, elle ne peut plus le payer. Aurélie avait tout misé sur un fantasme et elle avait perdu. La vie d'influenceuse, l'image parfaite, les abonnés adorateurs. Tout cela reposait sur mon argent, ma stabilité, ma volonté d'être l'homme invisible derrière son succès. Maintenant, elle n'avait plus rien, et je ne ressentais absolument rien en la regardant tomber. 3 semaines après l'audience de garde, la vie a commencé à trouver un nouveau rythme. Lucas et Léa avaient emménagé dans ma nouvelle maison, une demeure de 4 chambres que j'avais achetée sous le nom d'une SCI 2 mois avant l'appel d'Aurélie. Elle ignorait son existence. Lucas s'est adapté rapidement. Il s'est jeté à corps perdu dans le basket et ses notes se sont même améliorées. Léa a eu plus de mal. Elle posait encore des questions sur sa mère, voulait encore croire que les choses pourraient redevenir normales. Papa, a demandé Léa un soir au dîner. Pourquoi maman ne peut pas simplement s'excuser et revenir à la maison? Lucas a posé sa fourchette. Parce qu'un désolé ne répare pas ce qu'elle a fait. Lucas a raison, ai-je dit doucement. Ce que ta mère a fait nous a tous blessés. Parfois, s'excuser ne suffit pas. Mais les familles sont censées se pardonner, a insisté Léa, les yeux pleins de larmes. Je l'ai prise dans mes bras. Nous sommes une famille. Toi, moi, Lucas et mamie. C'est notre famille. Ta mère a fait des choix qui l'en ont exclu. Les visites médiatisées avec Aurélie ont été désastreuses. Elle arrivait en retard, pleurait, et essayait de faire culpabiliser les enfants pour qu'ils aient pitié d'elle. Après la 3e visite, Lucas a refusé d'y retourner. Je ne veux plus la voir, m'a dit Lucas fermement. Tout ce qu'elle fait, c'est pleurer et dire à quel point sa vie est dure. Elle ne pose jamais de questions sur le collège, sur le basket ou sur nous. Tout tourne autour d'elle. Bernard m'a assuré qu'à 14 ans, la préférence de Lucas aurait un poids significatif devant le tribunal. Pendant ce temps, les affaires prospéraient. Thierry et moi avions signé 3 nouveaux contrats de franchise, étendant notre présence sans le drame constant des demandes d'Aurélie. Je pouvais enfin me concentrer. Un après-midi, je passais en revue des contrats quand mon assistante m'a appelé. « Monsieur Morel, il y a une femme ici qui veut vous voir. Elle dit que c'est au sujet de votre femme. » Je me suis tendu. « Faites-la entrer. » La femme qui est entrée était au début de la trentaine, habillée de manière professionnelle. Elle s'est présentée sous le nom de Laure Kelly, l'ancienne fiancée de Bastien. « Monsieur Morel, a dit Laure en s'asseyant. Je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je voulais juste vous dire que je suis désolé. Je n'avais aucune idée que Bastien était impliqué avec une femme mariée avant que tout n'éclate. Qu'est-ce que vous attendez de moi, ai-je demandé. Rien, a dit Laure. Je pensais juste que vous devriez connaître la vérité. Bastien a dit à votre femme qu'il était célibataire et sérieux. Il nous a menti à toutes les deux. C'est un escroc qui cible les femmes aisées. Vous êtes le 3e mari que je retrouve. Je me suis penché en avant. Le 3e? Avant moi, il était fiancé à une autre femme, a expliqué Laure. Avant cela, il sortait avec la femme d'un avocat spécialisé dans les divorces. C'est son mode opératoire. Il trouve des femmes avec de l'argent ou un accès à l'argent, leur dit ce qu'elles veulent entendre et les dépouille. Est-ce qu'Aurélie lui a donné de l'argent, ai-je demandé. Laure a hoché la tête. D'après les SMS que j'ai trouvés, elle lui a donné presque 30 000 €. Elle disait que c'était pour ses certifications de coach et pour l'aider à ouvrir sa propre salle. J'ai senti un froid dans mon estomac. 30 000 €. D'où venait-il? J'ai ouvert nos registres financiers personnels. C'était là. Aurélie retirait de l'argent liquide de notre compte de ménage joint depuis des mois. De petites sommes, jamais assez pour éveiller les soupçons. Le total s'élevait exactement à 32 000 €. Elle ne m'avait pas seulement trahi émotionnellement, elle avait volé notre famille pour financer sa liaison. Merci de m'avoir dit cela, ai-je dit alors. C'est une victime elle aussi, d'une certaine manière, a dit Laure. Bastien est très doué pour la manipulation, mais cela n'excuse pas ce qu'elle vous a fait, avouez à vos enfants. Après le départ de Laure, j'ai appelé Bernard et je lui ai parlé de l'argent. C'est exactement ce dont nous avions besoin, a dit Bernard. C'est une dissipation d'actifs communautaires. Nous pouvons réclamer cela lors de la liquidation. Elle n'aura pas un centime. Ce soir-là,
Je me suis assis avec Lucas et Léa et je leur ai dit la vérité. Pas tout, mais assez. Que leur mère avait fait de très mauvais choix, qu'on lui avait menti, mais qu'au final, elle était responsable de ses actes. Est-ce que maman va s'en sortir, a demandé Léa doucement. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais ce n'est plus notre responsabilité. Notre responsabilité est de prendre soin les uns des autres. Lucas a hoché la tête. Il comprenait. Léa apprenait encore, mais nous allions nous en sortir. Nous allions survivre à cela et nous en sortirions plus forts. 6 semaines après le début de tout cela, Aurélie s'est présentée à mon bureau sans prévenir. La sécurité m'a appelé avant de la laisser monter. Monsieur Morel, votre femme est dans le hall. Elle insiste pour vous voir. J'aurais pu demander à la sécurité de l'escorter dehors. Au lieu de cela, j'ai dit de la faire monter. Il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Aurélie est entrée dans mon bureau ne ressemblant en rien à la femme que j'avais épousée. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements étaient froissés. L'image parfaite d'Instagram avait disparu, remplacée par un désespoir brut. Julien, s'il te plaît, a dit Aurélie avant que je ne puisse parler. Écoute-moi. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. Elle s'est assise. Je suis une thérapie, a commencé Aurélie. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Le thérapeute dit que je cherchais une validation, que je me sentais invisible dans notre mariage. Arrête, ai-je dit. Tes séances de thérapie ou tes excuses ne m'intéressent pas. Tu n'es pas venu ici pour tourner la page. Tu es venu parce que tu es fauché et que tu penses pouvoir me manipuler pour que je t'aide. Les yeux d'Aurélie se sont remplis de larmes. Ce n'est pas juste. J'ai fait des erreurs, mais j'essaie de changer. Tu n'as pas fait d'erreur, ai-je dit d'une voix dure. Tu as fait des choix calculés. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de voler 32 000 € à notre famille pour les donner à un escroc. Tu as choisi de m'humilier en haut-parleur pour t'amuser. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des décisions délibérées. J'étais confuse, a protesté Aurélie. Bastien disait qu'il m'aimait. Il me faisait me sentir spécial. Moi, je te faisais te sentir en sécurité, ai-je répliqué. Je t'ai donné une maison, une stabilité financière, des enfants et 16 ans de loyauté. Mais ce n'était pas assez excitant pour toi. Tu voulais te sentir spécial, alors tu as détruit tout ce que nous avions construit. Aurélie a essuyé ses yeux. Et Lucas et Léa? Ils ont besoin de leur mère. Ils ont besoin d'une mère qui les fait passer en premier, ai-je dit. Tu passais plus de temps à prendre des selfies pour Instagram qu'aux réunions parents-professeurs. Tu as raté les matchs de basket de Lucas parce que tu devais aller à la salle de sport. Tu as oublié l'anniversaire de Léa l'année dernière parce que tu étais en voyage de collaboration. Tu n'étais pas présente, même quand tu étais là. Je peux changer, a insisté Aurélie. Je peux être meilleure. Je me suis adossé à mon fauteuil. Peut-être que tu le peux, mais pas pour moi et pas dans ma vie. Tu as brûlé ce pont quand tu as fait de moi la risée de tes copines. Alors c'est tout, a demandé Aurélie, la voix montant dans les aigus. 16 ans de mariage et tu jettes tout? Je n'ai rien jeté du tout, ai-je dit froidement. C'est toi qui l'as fait quand tu m'as mis en haut-parleur pour rire. Tu l'as fait quand tu as amené Bastien chez nous pendant que nos enfants étaient à l'école. Tu l'as fait quand tu nous as volés. Je ne fais que nettoyer les dégâts que tu as causés. Aurélie s'est levée, la colère remplaçant les larmes. Tu vas le regretter, Julien. Je vais me battre pour tout obtenir. Avec quel argent, ai-je demandé. Avec quel avocat? Tu n'as rien, Aurélie. Pas de revenus, pas d'actifs, pas de soutien. Ta propre mère ne répond plus à tes appels. Tes amis influenceurs ont disparu à l'instant où ton compte a été supprimé. Tu es seul parce que tu as choisi de l'être. Le tribunal verra ce que tu fais, a menacé Aurélie. Ils verront comment tu as monté mes propres enfants contre moi. Le tribunal a déjà vu ce que tu es, ai-je répondu. Une épouse infidèle qui a volé sa famille et menti à tout le monde. Lucas a témoigné contre toi sous serment. Ce n'était pas mon œuvre. C'était la tienne. Aurélie est restée là, tremblante de rage et d'humiliation. Finalement, elle s'est tournée vers la porte. Aurélie, les jeux appelaient. Elle s'est arrêtée.
Ne reviens plus jamais à mon bureau. Ne viens plus chez moi. Toute communication passera par les avocats. Si tu ne respectes pas cela, je demanderai une ordonnance d'éloignement. Elle est partie sans un mot de plus. Thierry est entré quelques minutes plus tard. Je l'ai vue partir. Elle avait l'air anéantie. Elle s'est anéantie toute seule, ai-je dit. J'ai juste arrêté de la rattraper. Ce soir-là, Bernard a appelé. L'avocat d'Aurélie m'a contacté. Elle veut conclure un accord. Elle te laisse la garde exclusive, ne conteste pas le partage des biens et signera tout si tu acceptes de lui verser 5 000 € pour ses frais de relogement. 5 000 € pour en finir complètement, pour ne plus jamais avoir à gérer son drame. Propose 3 000, ai-je dit. Et elle signe une clause de non-dénigrement. Elle ne parle jamais de moi, des enfants ou de cette situation publiquement. Jamais. Entendu, a dit Bernard. 3 jours plus tard, Aurélie a tout signé. Notre mariage était officiellement terminé. 8 mois après l'appel d'Aurélie, ma vie était totalement différente. Le divorce était prononcé. J'avais la garde exclusive de Lucas et Léa. L'entreprise s'était étendue à 10 franchises. Thierry et moi discutions d'en ouvrir une 11e. Lucas était devenu un jeune homme confiant. À 15 ans, il était capitaine de son équipe de basket et maintenait une excellente moyenne scolaire. Il mentionnait rarement sa mère, et quand il le faisait, c'était avec le ton détaché de quelqu'un parlant d'une étrangère. Léa, à 12 ans, allait mieux. Elle avait cessé de demander quand maman reviendrait et commençait à se construire sa propre identité, loin de l'influence d'Aurélie. Elle avait rejoint la chorale du collège et s'était fait de nouveaux amis. Ma mère avait été essentielle dans leur guérison. Elle avait emménagé dans une maison à 2 pâtés de maison de chez nous, se rendant disponible dès que les enfants en avaient besoin. Elle n'a jamais parlé en mal d'Aurélie, mais elle ne l'a pas défendue non plus. Un samedi matin, je préparais le petit déjeuner quand Lucas est descendu. « Papa, on peut parler ?» a demandé Lucas. « Bien sûr. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Lucas s'est assis au comptoir de la cuisine. « Maman m'a appelé hier. » J'ai posé la spatule. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Elle voulait qu'on se voie. Elle dit que je lui manque et qu'elle veut reconstruire notre relation, a expliqué Lucas. Son expression était neutre, sur ses gardes. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» ai-je demandé. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, a dit Lucas. Mais honnêtement, papa, je ne sais pas si j'en ai envie. Chaque fois que je la vois, c'est la même chose. Elle pleure, elle parle de sa vie difficile. Elle ramène tout à elle. Elle ne pose jamais de questions sur ma vie. Je me suis assis à côté de lui. C'est ton choix, Lucas. Je ne te forcerai pas, d'un côté comme de l'autre. Mais quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Tu penses qu'elle a vraiment changé, a demandé Lucas. Je n'en sais rien, ai-je dit. Honnêtement, les gens peuvent changer, mais ils doivent le vouloir et faire le travail nécessaire. D'après ce que tu me dis de vos visites, il ne semble pas qu'elle l'ait encore fait. Lucas a hoché la tête lentement. Je pense que je vais lui dire non. Peut-être plus tard, quand je serai plus vieux. Mais pour l'instant, je suis bien comme ça. Alors c'est ce que tu feras, ai-je dit. Cet après-midi-là, Thierry est passé. Nous étions assis sur la terrasse pendant que les enfants jouaient au basket dans l'allée. Tu as bien assuré, mec, a dit Thierry. Regarde-les. Ces enfants s'épanouissent. Ils sont résilients. Ils sont plus forts que je ne le pensais, ai-je répondu. Ils ont appris ça de toi, a répliqué Thierry. Tu aurais pu t'effondrer. Tu aurais pu devenir amer et colérique. Au lieu de cela, tu as géré les affaires et pris soin de tes enfants. Ça demande de la force. J'ai repensé à l'année passée. J'avais été dans un mariage que je pensais solide. Maintenant, j'étais divorcé, père célibataire et à la tête d'un empire commercial en pleine croissance. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était une belle vie. Tu recommences à sortir, a demandé Thierry avec un sourire. Non, ai-je dit. Je ne suis pas prêt pour ça pour l'instant. Ma priorité, c'est Lucas et Léa. Ils ont besoin de stabilité, pas que j'introduise quelqu'un de nouveau dans leur vie. C'est juste, a dit Thierry. Mais un jour, tu devrais t'y remettre. Tu es un homme bien, Julien.
Ne laisse pas ce qu'Aurélie a fait te faire croire le contraire. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de l'avocat d'Aurélie. Elle avait déménagé dans une autre région et demandé une réduction de sa pension alimentaire. Elle travaillait comme responsable de magasin, gagnant une fraction de ce à quoi elle avait taxé pendant notre mariage. Bernard m'a conseillé d'accepter. Elle ne pourra pas payer grand-chose de toute façon. Mieux vaut accepter un montant minimal que de gaspiller de l'argent à se battre pour des centimes. J'ai accepté. Aurélie a été condamnée à payer 200 € par mois de pension alimentaire. Elle était passée d'un train de vie à 6 chiffres à la survie. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, je n'ai rien ressenti. Aurélie n'était plus mon problème, ni ma préoccupation, ni ma responsabilité. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours été sous les filtres Instagram et les vêtements de marque, quelqu'un que j'avais connu autrefois. 10 mois après cet appel, j'étais dans le gymnase du collège de Lucas, le regardant mener son équipe à la victoire en playoffs. Léa était assise à côté de moi, l'encourageant bruyamment. Ma mère était de l'autre côté, filmant avec son téléphone. Après le match, Lucas a couru vers nous, en sueur et souriant. « Tu as vu ce dernier panier ?» a demandé Lucas avec excitation. « J'ai tout vu », ai-je dit en le serrant dans mes bras. « Je suis fier de toi. » « On n'aurait pas pu gagner sans le soutien de tout le monde, » a dit Lucas, nous regardant, Léa, sa grand-mère et moi. C'est là que j'ai réalisé que nous avions réussi. Nous avions survécu au pire et nous en étions sortis plus forts. Nous étions une famille. Peut-être pas la famille que j'avais prévue, mais une famille malgré tout. Et c'était plus que suffisant. 14 mois après l'appel d'Aurélie, je passais en revue des plans d'expansion avec Thierry quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai répondu quand même. « Monsieur Morel ? Ici la gendarmerie. Je dois vous parler d'Aurélie Morel. » Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été arrêtée il y a 3 jours pour émission de chèques sans provision, a expliqué l'officier. Elle vous a inscrit comme personne à prévenir en cas d'urgence. Elle demande si vous pouvez payer sa caution. C'est combien, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà ma réponse. 5 000 €. Je suis resté silencieux un moment. Thierry me regardait, les sourcils levés. Monsieur Morel, a relancé l'officier. Non, ai-je dit fermement. Je ne paierai pas la caution. Nous sommes divorcés. Elle n'est pas sous ma responsabilité. Elle a dit que vous diriez ça, a répondu l'officier. Elle m'a aussi demandé de vous dire qu'elle a besoin d'aide. Qu'elle a touché le fond. Alors le fond est l'endroit où elle doit être, ai-je dit. Peut-être que cela lui apprendra quelque chose que 16 ans de mariage n'ont pas pu lui apprendre. J'ai raccroché et j'ai regardé Thierry. Aurélie a été arrêtée, ai-je expliqué. Des chèques en bois. Elle veut que je la fasse sortir. Thierry a secoué la tête. Et tu as dit non. Bien. La vie de cette femme est son propre problème désormais. Ce soir-là, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Elle était à la maison en train d'aider Léa avec un projet de science. Tu as fait ce qu'il fallait, a dit ma mère fermement. Aurélie doit faire face aux conséquences. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Lucas, qui écoutait depuis la cuisine, est entré dans la pièce. Maman a été arrêtée. J'ai hoché la tête. Elle a fait des chèques sans provision. Elle voulait que je paie pour sa sortie et j'ai dit non. Lucas a marqué un temps d'arrêt, puis a hoché la tête. Bien. Elle a fait ses choix. Nous avons fait les nôtres. À 15 ans, mon fils comprenait les conséquences mieux que sa mère ne le ferait jamais. Une semaine plus tard, Bernard a appelé avec des nouvelles. Aurélie a plaidé coupable pour fraude. Elle a eu du sursis et des travaux d'intérêt général, mais c'est désormais inscrit à son casier. Cela met officiellement fin à toute chance qu'elle ait de modifier la garde, a précisé Bernard. Et pour la pension, ai-je demandé. Le tribunal a suspendu son obligation, a dit Bernard. Elle ne peut pas payer ce qu'elle n'a pas, mais cela signifie aussi qu'elle n'a plus aucun levier légal. Tu en as fini avec elle, Julien. Complètement. Ce soir-là, je me suis assis avec Lucas et Léa et je leur ai expliqué la situation. Donc, maman ne va plus essayer de nous voir, a demandé Léa. Je ne sais pas ce qu'elle fera, ai-je dit honnêtement. Mais légalement,
elle n'a plus aucun pouvoir sur vos vies. Si elle veut reconstruire une relation avec vous, elle devra le mériter, et cela prendra des années d'efforts constants de sa part. Je ne pense pas qu'elle en soit capable, a dit Lucas doucement. Il avait probablement raison. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'Aurélie. C'était écrit à la main, taché de larmes, désespérée. Elle écrivait à quel point elle était désolée, comment elle avait tout détruit, comment elle comprenait si nous ne lui pardonnions jamais. Elle parlait d'avoir touché le fond et de voir enfin clair. Elle écrivait vouloir être meilleure, être la mère que Lucas et Léa méritaient. Mais des mots sur du papier ne signifiaient rien. J'avais déjà entendu des excuses. Ce qui comptait, c'étaient les actes, et Aurélie avait prouvé qu'elle en était incapable. J'ai montré la lettre à ma mère. « Qu'est-ce que je devrais faire ?» ai-je demandé. « Rien, » a dit ma mère. « Classe-la. Si elle est sérieuse, elle le prouvera par des années de comportement irréprochable, pas par une lettre désespérée. D'ici là, protège tes enfants et continue d'avancer. » C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai rangé la lettre dans un dossier et je me suis concentré sur ce qui comptait, Lucas, Léa, l'entreprise, et la construction d'une vie stable, saine et honnête. Aurélie avait voulu de l'attention et de la validation plus qu'elle ne voulait une famille. Maintenant, elle n'avait ni l'un ni l'autre, et nous avions la paix. C'était l'échange qu'elle avait fait, et j'étais enfin en paix avec ça. 2 ans après qu'Aurélie ait mis fin à notre mariage en haut-parleur, je me tenais dans le jardin de notre maison, regardant Lucas et Léa jouer avec notre nouveau chien, un golden retriever nommé Scout. Thierry et sa femme étaient venus pour un barbecue. Ma mère était à l'intérieur en train de préparer sa célèbre salade de pommes de terre. Mon comptable et désormais bon ami aidait à la cuisine. La vie ne ressemblait en rien à ce que j'avais prévu, et pourtant, elle était meilleure. « Tu as construit quelque chose de solide ici », a observé mon ami en retournant les grillades. « Regarde ces gamins. Ils s'épanouissent. » Lucas avait 16 ans maintenant, il mesurait plus d'1,80 m et venait de recevoir une offre de bourse pour intégrer un centre de formation de basket. Léa avait 13 ans, elle était confiante et créative, avec un portfolio de dessins qui avait remporté des concours régionaux. « Ils ont fait le travail, ai-je dit. Je leur ai juste donné de la stabilité. »« Ne te sous-estime pas, » a-t-il répondu. « Tu aurais pu laisser ce qu'Aurélie a fait te rendre aigri. Au lieu de cela, tu as montré à ces enfants ce qu'est l'intégrité. » L'entreprise avait grandi au-delà de mes espérances. 15 franchises dans 6 régions. Thierry et moi prévoyions de nous étendre à l'international l'année prochaine. Nous avions bâti un empire sur des bases de travail acharné et de décisions intelligentes. J'ai pensé à l'endroit où se trouvait Aurélie. Aux dernières nouvelles, par des connaissances communes, elle vivait dans un petit studio dans une autre ville, cumulant 2 boulots de vendeuse pour joindre les 2 bouts. Son Instagram était supprimé depuis presque 2 ans. La vie d'influenceuse était terminée, remplacée par la réalité qu'elle avait tant essayé de fuir. Elle avait demandé à voir les enfants 2 fois l'année dernière. Les 2 fois, ils avaient décliné. Lucas n'avait aucun intérêt à reconstruire leur relation. Léa était encore en train de digérer, encore pleine d'espoir comme peuvent l'être les jeunes filles, mais elle avait appris à se protéger. « Papa » a crié Léa. Scout a attrapé le frisbee. J'ai regardé le chien bondir à travers le jardin, la queue remuante. Une joie simple. C'est ce qu'était devenu notre vie. Pas de drame, pas de mensonges, pas de mise en scène pour les réseaux sociaux. Juste la vraie vie, imparfaite, honnête et bonne. Thierry s'est approché avec une boisson. J'ai repensé à ce que tu as dit l'année dernière, sur la façon dont Aurélie a tout gâché pour un fantasme. Ouais, ai-je dit. Tu aurais pu faire la même chose en sens inverse, a dit Thierry. Tu aurais pu trahir tes principes, ton intégrité, chercher à te venger, rendre tout cela hideux. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as gardé le cap, c'est pour ça que tes enfants te respectent. C'est pour ça que ton associé te fait confiance. C'est pour ça que tu as une belle vie aujourd'hui. Ma mère est sortie en portant un immense saladier. À 70 ans, elle était toujours vive et active. Julien, je dois te dire quelque chose, a dit ma mère en posant le plat. Quoi donc, ai-je demandé. Je suis fière de toi, a-t-elle dit simplement. Ton père le serait aussi. Tu as pris une situation terrible et tu l'as gérée avec force et dignité. Tu as protégé tes enfants.
Tu as construit une vie saine. C'est ce que font les hommes, les vrais. Plus tard dans la soirée, après le départ de tout le monde, je me suis assis sur le porche avec Lucas et Léa. Est-ce qu'il vous arrive de penser à ce que serait la vie si maman n'avait pas passé cet appel, ai-je demandé. Lucas a secoué la tête. Pas vraiment. Je pense à qui je suis maintenant par rapport à qui j'aurais pu être. Je suis plus fort à cause de ce qui s'est passé. Plus conscient. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. J'y pense parfois, a admis Léa. Mais ensuite, je me rappelle à quel point tout semblait faux avant. Comment maman était toujours en train de jouer un rôle. Ici, ça semble plus réel. Elle avait raison. C'était réel. Pas de filtre, pas de mise en scène, pas de faux semblants. Juste un père et ses enfants construisant une vie basée sur la vérité. J'avais appris quelque chose d'important à travers tout cela. On ne peut pas contrôler les choix des autres, mais on peut contrôler sa propre réaction. Aurélie a choisi le chaos et la tension. J'ai choisi la stabilité et l'intégrité. Et au final, c'est cela qui a fait toute la différence. Les affaires prospéraient. Les enfants s'épanouissaient. J'avais des amitiés sincères et le soutien de ma famille. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était honnête. Il y a 2 ans, Aurélie a mis fin à notre mariage en 11 secondes pour amuser ses copines. Elle pensait faire un coup d'éclat, montrer à tout le monde qu'elle avait le contrôle. Au lieu de cela, elle m'avait libéré pour construire quelque chose de meilleur, quelque chose de vrai, quelque chose qui durerait. J'ai regardé Lucas et Léa, devenant tous deux des personnes remarquables malgré le traumatisme enduré. Je vous aime tous les deux, ai-je dit. Vous le savez, n'est-ce pas? On le sait, papa, a dit Lucas. On t'aime aussi. Et assis là sur ce porche, regardant le coucher de soleil avec mes enfants à mes côtés, j'ai réalisé une chose profonde, la trahison d'Aurélie ne m'avait pas détruit. Elle avait révélé qui j'étais vraiment. Un père, un entrepreneur, un homme de principe. Et c'était bien plus que suffisant.